Salut tout le monde, petite introduction à ce Club Mounégou bilan de la mi-saison pour vous expliquer rapidement pourquoi vous n'allez pas retrouver tout à fait l'émission qui était prévue. Vous allez retrouver bien entendu toute la première partie concernant le bilan collectif et individuel de ces 6 premiers mois. Par contre, on a enlevé toute la partie concernant Niko Kovac ainsi que Paul Mitchell. Évidemment, on a enregistré cette émission en cette fin d'après-midi du 30 décembre et quelques minutes après la fin de cet enregistrement, l'éviction de notre coach a été officialisée dans les différents médias. On fait également le choix d'enlever la partie concernant Paul Mitchell puisque ce licenciement rebat également les cartes dans l'analyse de notre directeur sportif. On va bien entendu vous proposer une émission spéciale pour ce licenciement soudain et surprise. Vous retrouverez très certainement cette émission quelques heures après la publication du Club Mounégou que vous vous apprêtez à écouter. Étant donné que les chroniqueurs ne vont pas complètement être les mêmes pour cette émission, rapidement, ce qui avait été dit dans cette émission, nous étions tous les quatre d'accord pour maintenir Niko Kovac jusqu'en fin de saison. Malheureusement, nos dirigeants en ont décidé autrement. En conclusion, et pour quasi paraphraser un grand penseur, ou plutôt un quasi grand penseur moderne, franchement, faire ça juste avant le réveillon, c'est dégueulasse. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous vous demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. C'est le Colombien qui a pris le dessus. Il a réussi son dribble. Falcao, il est mort. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Eh bien, bonjour, bonsoir à toutes et tous. On se retrouve pour ce nouveau Club Mounégou de bilan de mi-saison. Et pour m'accompagner, je serai avec Damien, Pierre et Quentin. Salut messieurs. Salut. Bonsoir. C'est la morosité ambiante, c'est les dernières nouvelles liées à Kovac et un potentiel départ de Mitchell qui vous mettent dans cet état-là? Non, moi c'est juste parce que j'habite à Lille. Ah oui, c'est vrai. Non, moi je suis pas morose du tout, ça va. Je peux comprendre, Moi, Quentin. Tu vois, moi, je débriefe avec la fenêtre grande ouverte, là, c'est pas tout à fait pareil. Chacun son truc. Moi aussi. Mais moi, Ah c'est oui. la connexion. Être calme parce que j'essaie de pas la brusquer, tu vois, pour qu'elle tienne jusqu'au bout. Ok, Robocop. Donc, messieurs, comme je le disais, c'est l'émission bilan de mi-saison. Vous en avez maintenant l'habitude. Ça fait quelques saisons maintenant qu'on fait ça. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc, on a décidé de commencer un petit peu comme on a l'habitude pour les débriefs, à savoir nos 3 points. Donc là, c'est 3 points qui vont résumer les 6 premiers mois de compétition. Et je vais tout de suite te lancer, Damien. Quels sont pour toi les 3 éléments clés à retenir de cette première partie de saison? Pour moi, déjà, le premier point, c'est la déception, parce que c'est quelque chose qui domine. Au départ, c'était plutôt l'incompréhension en se disant que comment on pouvait faire ça après une deuxième partie de saison 2021 qui était du tonnerre. Et là, on est sur un truc qui ne ressemble à rien. On ne retrouve absolument pas le même jeu, la même énergie, la même dynamique. Donc clairement une grosse déception. Le deuxième point, c'est que la ligne entre faire mieux et faire n'importe quoi, elle est mince. On n'est peut-être pas loin de la franchir, très clairement, vu ce qui vient de se dire, ce qui vient de sortir récemment entre le Kovac et Mitchell. On a l'impression que dès qu'on est un peu moyen, il faudrait tout changer. Alors j'ai l'impression que ça vit pas super bien au niveau à tous les étages du club. C'est un peu l'impression que ça donne. Donc voilà, on est en train de peut-être limite de se saborder, de saboter notre deuxième partie de saison. Et puis le troisième point, c'est quand même que les joueurs, ce serait bien aussi de se secouer parce que on peut dire qu'il y a des problèmes structurels alors qu'on avait l'impression que ça allait mieux, justement, organisationnel. Mais ça remplace pas aussi des joueurs qui devraient être un peu plus concernés, un peu moins nonchalants, qui fassent un peu plus d'efforts parce que sur le terrain, très clairement, on voit que
enfin, s'il y a moins de ces principes-là qui faisaient notre force, à savoir les pressings, etc., qui faisaient notre force, sont moins mis en application, c'est aussi parce qu'il y a des mecs qui lèvent un peu le pied ou qui, en tout cas, n'ont pas l'air d'être à fond et ça agace aussi. Donc, voilà, les joueurs, il faudra se secouer. Voilà. Pierre, tes 3 points. Ouais, bah alors je vais rejoindre Damien sur le premier point, donc qui est avec le mot déception qui revient aussi. Alors moi c'était surtout la déception de la non-qualif en Ligue des Champions, même si on savait que ce serait compliqué. Je pense que la demi-saison pas terrible part quand même de là. Donc on s'attendait à ce que ce soit compliqué, mais finalement le Shakhtar était largement prenable et bon, il s'est passé ce qui s'est passé. Et après, on voit ce que le Shakhtar a fait aussi en Champions League, qui était franchement pas terrible. Donc en fait, le Shakhtar était une équipe facile à battre cette année et on l'a pas fait. Le second point, c'est le fond de jeu qui s'est complètement écroulé, alors que pour une fois, et c'est rare à Monaco, on avait maintenu l'effectif en fait. Ce qui changeait des années Vadim, où vraiment, vu qu'à chaque fois on changeait tout, c'était assez logique que tout s'écroule. Là, c'était pas le cas, et malgré ça, on a perdu ce fond de jeu et les qualités qui faisaient notre force, surtout en deuxième partie de saison dernière. Et après, le troisième point, c'est que le bilan comptable, finalement, à mi-chemin, bon, il n'est pas bon, mais il n'est pas mauvais non plus. On n'est pas loin du podium. On est toujours en course en Ligue Europa. Donc, il n'y a rien qui est perdu. Le bilan aurait pu être pire, mais l'impression laissée n'est pas bonne, on est d'accord. Quentin, de ton côté? Alors, moi, mon premier point, il va être, je pense, comme vous, hein, c'est vrai que c'est une année un peu bizarre, une saison un peu bizarre par rapport à ce qu'on avait fait en première partie de saison. Là, on commence avec une partie très frustrante, oui, on peut dire décevante, même si finalement elle n'est pas si catastrophique, mais c'est décevant. On a une espèce d'avertissement là dès le début où on se fait éliminer de la Ligue des Champions. Bon, finalement, on s'en sort bien en Europa League, mais je trouve que c'est quand même assez spécial comme début de saison. C'était un peu comme l'année dernière, on avait parlé un peu de montagnes russes, de pics et de creux. Là, c'est un peu pareil, sauf qu'on a moins cette... comment dire voilà, on sait que la suite est incertaine, du coup, c'est un peu plus compliqué. Donc ça veut aussi, du coup, pour mon deuxième point, la suite incertaine. Enfin, voilà, moi j'en ai un peu marre en fait qu'on commence déjà à parler d'entraîneurs licenciés, enfin même si ça a l'air concret, et de directeurs sportifs qui veulent s'en aller. Ou voilà, moi je suis pas Goal06 sur Twitter, alors j'ai pas vu les trucs d'insider, mais pour moi, pour l'instant, il n'y a rien de fait, même s'il y a toujours des rumeurs, des trucs comme ça, et même si Romain Molinet a tweeté sur le sujet. Mais ça commence vraiment quand même à me saouler qu'on parle de ça et que ça revient quasiment tous les ans pour qu'au final, voilà, on nous parle de moyen terme, de communication. Donc c'est vraiment, franchement, ça commence vraiment à être énervant. Et ça va s'ajouter à une saison qui est en demi-teinte, première partie de saison, pardon, qui est en demi-teinte. Donc c'est vraiment, vraiment chiant. Et mon troisième point, du coup, pour finir un peu sur l'aspect foot, la tactique, bah ouais. Finalement, on avait une tactique un peu rodée, pareil l'année dernière, et là, on se retrouve avec un truc un peu bizarre, un peu chelou, qui n'arrête pas de changer, avec un recrutement qui était fait surtout pour combler les postes et pour être adapté à la tactique qu'on avait proposée avant, donc avec cette fameuse défense à 3, etc. Mais le recrutement, on a bien vu, il est insuffisant. Et en plus, on change de tactique un peu à tous les matchs. Donc, c'est un peu spécial aussi. Donc, voilà, c'est à l'image de tous les points que je vais dire là. C'est très frustrant et on ne comprend pas trop ce qui se passe. De mon côté, les 3 points, le premier point, ça sera la prochaine partie de l'émission, à savoir ce début de saison un petit peu inégal. Alors oui, il y a eu cette élimination douloureuse en tour de qualification pour la Ligue des Champions. On s'en rappelle en plus la manière, dans un match qu'on aurait dû plier très rapidement. Et on s'est fait éliminer très durement en prolongation par le Shakhtar. Mais voilà, cette saison elle est quand même particulière parce qu'en Ligue 1, ça se passe pas bien, on joue pas bien et en plus les résultats ne sont pas
ne sont pas là. Alors cette dernière victoire face à Rennes nous replace à peu près dans le haut de classement. On s'est quand même aussi pas mal déplacé plutôt chez les gros, donc on verra ce que ça peut donner en deuxième partie de saison. Malgré tout, par contre, en Coupe d'Europe, ça s'est très bien passé. On n'a pas perdu un seul match. C'est la première fois de notre histoire qu'on ne perd pas un match de poule. On fait 12 points, ce qui est plutôt également dans la moyenne haute. Je crois que notre record, c'est 13 avec une défaite, mais du coup avec 4 victoires. Vous l'aurez tous compris. Donc assez particulier aussi de ce côté-là, surtout qu'on était quand même dans une plutôt grosse poule d'Europa League. Le deuxième point, ça sera sur le mercato, ça sera sur la fin. Le mercato d'été qu'on avait plutôt noté à la moyenne cet été, parce que globalement, on avait gardé l'essentiel de l'effectif, à l'exception de Jovetic et potentiellement de Lecomte, mais ça posait moins de problèmes à tout le monde. Mais on avait quand même pointé du doigt que il nous fallait toujours ce fameux défenseur central qu'on attend toujours et qu'on attendra, je pense, encore un long moment. Et moi-même aussi, j'avais pointé du doigt le fait qu'il nous fallait un quatrième attaquant. On n'était pas sûr de ce qu'allait donner Boadou. Et même s'il avait été bon, moi, j'aurais bien aimé, de toute façon, avoir un quatrième profil. Et le dernier point, c'est pour les 6 mois qui restent. Malgré tout, je pense que ça peut bien se passer. On en parlera. Il faut qu'on ait un peu de stabilité. Il faut que Kovac reste en place. Pour Mitchell, j'accorde moins d'importance au rôle de directeur sportif qu'au rôle d'entraîneur, à qui déjà, pareil, je ne donne pas non plus une importance immense dans le football. Mais je pense que les 6 prochains mois peuvent être pas mal, un petit peu à l'instar de la saison dernière. Là, quand même, globalement, ça fait quand même un long moment qu'on n'a pas perdu, à l'exception de cette défaite au Parc. On est globalement sur une très bonne série. On prend un petit peu moins de buts. Donc, je trouve quand même qu'on est sur du mieux. Et ça serait dommage de se tirer une balle dans le pied, là, dans les semaines qui arrivent, en licenciant un coach qui, même si c'est discutable sur certains aspects de management, fait plutôt un bon travail, je trouve, depuis qu'il est au club. Voilà, messieurs, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans les détails. Et donc, ce bilan collectif d'Amiens, inégal, parce que, on l'a dit, l'Europe, même si on peut toujours discuter de la manière, mais il y a quand même eu de très bons résultats en Europe. Par contre, en championnat, c'est souvent très délicat. On vient de terminer sur peut-être ce qui est notre meilleur match, en fait. Ouais, effectivement, Peut-être. c'est vrai qu'on battre, même si on a eu du mal quand même, parce que on s'est rendu compte que Rennes pouvait nous causer pas mal de difficultés. D'ailleurs, s'il y en a qui se demandent, le débrief de Rennes, c'est uniquement sur Twitch parce que bon, voilà, coupure pas mal de courant, d'internet, 5 parties différentes C'est sur en le 5 live. épisodes. Voilà, c'est en partie, et même il en manque, il y a des trucs qui n'ont pas été pris, donc bon, on s'est dit, allez, on va pas faire un montage de ça pour avoir même pas le truc intégral, donc voilà, petite explication au passage, mais ouais, en tout cas, un match qui inverse un peu la tendance qui était pas bonne, c'est savoir qu'on perdait toujours face aux meilleures équipes. Bon, tu as parlé du Parc des Princes face à Paris, on a perdu 2-0 en rendant les armes assez rapidement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de révolte, on pouvait espérer une révolte en deuxième mi-temps, il n'y en a pas eu. Marseille, en début de saison, on se fait complètement martyriser. Ensuite, il y a d'autres équipes devant nous qui nous ont battus. Il y a des équipes derrière nous qui font partie quand même des gros comme Lyon qui nous ont battus. Lille qui sont aussi derrière, champion en titre, mais qu'on n'a pas réussi à battre. Donc c'est vrai que on pouvait se demander s'il n'y a pas peut-être un problème psychologique, mais en tout cas un peu de friabilité où on n'arrive pas à battre ces grosses équipes pour faire un peu la marque, pour faire un peu la différence. Donc peut-être qu'effectivement ce dernier match il va pouvoir inverser la tendance, et comme tu le dis, à contrario, en Ligue Europa, on a eu peut-être un regain de niveau, de fierté, un sursaut qui fait qu'on a beaucoup mieux négocié ces rencontres-là. Et qu'on a, comme tu le dis, et ça c'est vrai que c'est quand même un exploit dans notre histoire, qu'on n'a pas perdu dans cette phase de poule. C'est la première fois que Monaco finit une phase de poule invaincue. Donc effectivement, c'est quand même le point positif, je trouve, de cette demi-saison. Quentin, t'en parlais dans un de tes points, je crois que c'est toi, Quentin, hein, sur le fait qu'on est un petit peu balbutié sur le plan tactique. Kovac semblait être satisfait de sa défense à 3, avec un Caillou plus un peu dans un rôle de piston, et très clairement ça a été assez vite
assez vite abandonné. On est clairement revenu à une défense à 4. Et alors moi, je pense que c'est aussi en grande partie lié au fait qu'il a, j'ai l'impression, envie de mettre et Golovin et Diop sur le terrain, qu'il a du mal aussi à toucher à Voland et qu'il lui faut un attaquant en plus. Et du coup, c'est vrai que c'est un joueur comme Aguilar ou comme Gelson, en tout cas ceux qui étaient potentiellement piston droit, qui en ont fait les frais. Je ne sais pas comment tu l'expliques, toi, ce revirement, alors qu'encore une fois, l'effectif n'a pas bougé ou presque. Bah, je pense qu'au début de la saison, on avait, pour le coup, c'était vraiment difficile de commencer à engranger des points en Ligue 1. En plus, on part très mal parce qu'on se fait avoir par le Shakhtar. Et quand je dis qu'on a du mal à engranger des points, on perd contre Lens. Je me rappelle de Lorient, il y a Brest aussi. Tout ça, c'est des matchs où on jouait encore, je pense, dans l'ancien système, en tout cas dans le système qu'il y avait l'année dernière. Et c'était peut-être à ce moment-là qu'il y a eu un petit revirement où on s'est dit, bon, on va peut-être s'adapter à l'adversaire, verrouiller un peu. Notamment contre la Real, on fait un non-match complet. Enfin, c'était complètement, on était muet, quoi, on faisait rien. Et c'était vraiment le moment où je me suis dit, tiens, il essaye autre chose. Il essaye de verrouiller un peu, d'assurer. Et là, il y a eu une prise de conscience, je pense, à ce niveau-là. C'est là qu'on a vu un plus mauvais football, je trouve aussi. En conséquence, le match du PSG, comme l'a dit Damien, mais ce genre de choses. Mais ça a donné lieu à des bons matchs aussi, où on a pu bien sortir notre épingle du jeu, notamment en Europa League, contre l'adversité un peu plus forte, mais encore à notre portée, on va dire. Et voilà, Marseille, c'est pareil, c'est un des matchs où on joue complètement, on s'ouvre. On se fait ouvrir, pareil, parce qu'on a le même... En fait, je revois le match de Lyon de l'année dernière, où vraiment on se fait ouvrir sur ce côté-là, tactiquement, et là, il y a une prise de conscience à ce niveau-là. Peut-être que c'est aussi ça qui nous fait revirer, en tout cas qui nous donne un peu plus d'assurance défensivement, et qui nous fait aussi gagner des matchs comme à Rennes, comme je l'ai dit, en Europa League. Mais en tout cas, il y a un vrai changement à ce niveau-là, et c'est pour ça que c'est bien, on a la capacité aussi à s'adapter, mais il y a des moments que je comprends pas, comme le PSG, comme Damien l'a dit. Oui, il y a des moments où on doit quand même ne pas se laisser faire comme ça, et proposer du beau jeu, quoi. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, Pierre? Parce que moi, justement, j'avais plutôt la sensation que l'année dernière, Kovac avait trouvé ce système avec un Sidibé qui pouvait décaler le latéral, en tout cas en phase défensive et en phase offensive, voilà, qui revenait dans une défense à 3. C'était plutôt, moi je trouve, pour justement solidifier cette défense qui prenait énormément de buts. On avait aussi un gardien en grande difficulté. On y reviendra, c'est toujours plus ou moins le cas. Donc on avait trouvé un semblant de solidité défensive lors des 6 derniers mois de la saison. Et Kovac, en fait, est revenu à une défense un peu plus classique, alors que on a toujours les mêmes mots, en fait. C'est que on a parlé de ce match à Paris, parce que c'est vrai qu'on se rappelle un peu plus des grosses rencontres. Et si on s'en rappelle bien, le premier but, c'est un penalty qui est quand même très, très évitable. Et le deuxième but, c'est une énorme connerie de Fofana. Enfin, on prend toujours... Alors, vous allez me dire, les buts partent toujours plus ou moins d'erreurs. Mais on est quand même spécialisé dans la grosse cagade individuelle. Ouais, c'est clair que c'est un peu une spécialité maison. Bon, après, c'est peut-être le point de vue des supporters de chaque club, mais ouais, c'est l'impression que j'ai aussi pour ça. Je pense que le système de Kovac de la moitié de l'année dernière, c'était déjà un système de fortune pour pallier, ouais, comme tu disais, à des manques défensifs. Il a trouvé ça. Et le problème, c'est qu'on l'a vu en début de saison. Je pense que les équipes adverses ont vu quelques vidéos, elles ont compris comment on jouait. En plus, on avait quand même un système assez déséquilibré offensivement parce qu'on avait surtout Caillot qui montait. Donc rapidement, même des adversaires faibles, ils ont compris comment nous bloquer et comment nous contrer. Et Kovac, il a été bien emmerdé. Et du coup, il est revenu sur une défense à 4 avec un système plus classique, un jeu beaucoup plus frileux et du coup des résultats qui se sont améliorés, même si on a perdu la maîtrise qu'on avait l'an dernier en seconde partie de saison, mais finalement même en première partie de saison il y avait c'était pas une maîtrise qu'il y avait, mais comment dire, il y avait une agressivité, il y avait un pressing, on sentait que les joueurs ils se dépensaient beaucoup plus, et même les fois où on s'était fait ouvrir l'an dernier, il n'y avait pas cette sensation que les gars n'y étaient pas, c'était juste que tactiquement on était trop faible.
Moi, c'est l'impression que ça me laisse quoi, sur cette première moitié de saison. Et finalement, même la Ligue Europa, où certes, on fait un bilan total, sans défaite, etc. Bon, les stats, c'est bien, mais franchement, entre nous, quand on a regardé les matchs, à chaque fois, il y a, mis à part le match à Louis II contre la Real Sociedad, il n'y a vraiment rien qu'on gagne de haute volée, quoi. C'est tout des trucs à l'arraché, où on aurait pu perdre aussi dans un match pourri. Enfin, il n'y a rien qui nous fait nous dire, ouais, on méritait de gagner, quoi. À chaque fois, ça se joue à que Non, dalle. le match à Eindhoven était un très très beau match. Par contre, c'était un match à deux visages. On avait été très bon en Ouais, première et c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, on avait pris une dérouillée terrible avant de marquer un peu par miracle grâce à à la Diop dernière seconde, ouais, à la Moi, dernière je- minute. Et c'est vrai que, mais si tu inverses les deux mi-temps, tu n'as aussi pas la même sensation en fin de match. Mais c'est vrai que le fait de dominer ouais, puis ouais. d'être complètement la tête sous l'eau, ça laisse toujours un sentiment plus désagréable que quand c'est l'inverse. Mais bon. Moi, je Le retiens match aller aussi contre Grasse qui est terrible, quoi, au niveau. Enfin, Ah, Grasse, c'est une équipe c'est le seul que j'ai qui pas est. vu celui-là. Donc, Ouais, mais c'était une Paris. horreur de football. Ouais. Il était chiant. Moi, je retiens plus le match retour face au Shakhtar où là, on a vu une belle équipe oui, de bien Ouais. Monaco sûr. qui craque. Et pour moi, le problème, c'est pas vraiment offensivement qu'on l'a eu parce que oui, en début de saison, effectivement, on n'arrivait pas du tout à trouver les solutions. On fustigeait un peu les blocs bas de Ligue 1 en disant ouais, bah bon, ça en même temps, c'est comme ça. Hein, il faut s'y faire, et il faut arriver à trouver des solutions quand même. Mais c'est plus le problème, c'est qu'effectivement, quand l'attaque au début de saison marchait vraiment pas très bien, c'est surtout qu'on perdait bêtement parce qu'on concédait des buts ultra bêtes. Et c'est là que je suis un peu en désaccord avec Pierre, c'est que pour moi, le problème, il était surtout défensif. Et c'est surtout que ce système que Kovac avait trouvé l'an dernier, il avait réussi en fin de saison dernière, il avait réussi à trouver un système pour minimiser ces erreurs-là, justement, pour accroître un peu l'efficacité défensive. Et qu'une erreur soit moins préjudiciable parce que souvent tu avais des mecs un collectif plus compact qui permettait de récupérer un petit peu les erreurs aussi, etc. Et ça, c'est ce qu'on n'a plus du tout vu en fait dès le début de saison. On avait perdu complètement cette force collective là, et pour moi le gros problème était là. Alors que l'attaque soit effectivement un peu inspirée en début de saison, c'est vrai. Maintenant ça va mieux, et si on regarde au niveau du championnat, on doit être quatrième meilleure attaque à peu près, je crois, quatrième ou cinquième meilleure attaque. Bon, il y a quelques équipes qui sont un peu devant nous. On est au même niveau que Nice à ce niveau-là. Bon, c'est pas encore trop dramatique. Le problème, c'est surtout que défensivement, on a recommencé en fait à faire des cadeaux, ce qu'on n'avait plus vu les 6 mois d'avant. Et c'est surtout là où on a perdu gros, je trouve. De toute façon, c'est quand même la sensation aussi que Monaco donne dans les différents médias. Alors, on va toujours se plaindre, on parle pas beaucoup de nous, mais quand on parle de nous sur RMC ou dans le journal L'Équipe, Alors, c'est quand même toujours, on se vraiment, fout un peu on se fout toujours un petit peu de notre défense centrale, alors que globalement, notre attaque, et particulièrement notre duo d'attaque, à l'exception du PSG qu'on peut mettre à part, pour moi, il n'y a pas d'équivalent en Ligue 1 à Ben Yedder, Folland. Hein. Nice a potentiellement un duo sympa aussi, mais ils n'ont pas l'air d'être forcément complémentaires, Delors et Dolberg, donc ils ont Gouiri en plus. Mais ce duo-là, quand même, fonctionne. Ben Yedder, on en parlera, a mis ses buts. Folland, même s'il y a eu des phases un peu compliquées pour lui, sur la première partie de saison, c'est plutôt pas mal. Donc ouais, moi je te rejoins. Pour moi, le vrai gros problème de cette équipe, c'est la défense, particulièrement la défense centrale. Mais on peut rajouter à ça le fait que nos latéraux ne sont pas non plus d'excellents défenseurs, à commencer par Caio Henrique. Il brille pas non plus par ses prestations défensives. Sidibé, ça va un petit peu mieux, mais Sidibé, on l'a quand même eu pas tant que ça en fait, hein, depuis le début de saison. Je crois que c'est 18 fois qu'il a été là depuis le début d'année. Donc sur 27 ou 28, peut-être même 30 rencontres, parce qu'avec les rencontres de cet été, on a quand même déjà joué pas mal. Il a joué que 11 rencontres, je crois, de Ligue 1 sur les 19. Ouais, il est 9 fois titulaire, il me semble, donc il est même pas titulaire à la moitié du temps, je crois. Donc ceci peut aussi expliquer cela. Maripane avec ses différents déplacements en Amérique du Sud pour les qualifications un petit peu retardées dues au Covid. Il y a plein d'explications à ça. Il n'empêche que globalement, on avait tous, d'une voix unique, demandé le recrutement d'un défenseur central d'expérience, de métier, en tout cas d'un certain niveau. Il n'est pas arrivé, et on en parlera en fin d'émission, mais quand on voit les nouvelles rumeurs qui arrivent, ça parle toujours pas d'un défenseur central. Ça nous parle encore de latéraux droits qui devraient signer, de potentiels milieux de terrain, mais ok. Mais bon,
on a l'impression que les dirigeants ne regardent pas les matchs. Et j'ai rien contre Dizazi, Badiachis, certainement des très bons mecs, hein, mais bon, au bout d'un moment, il faut se rendre à Il l'évidence. manque un patron. Ouais. Et puis il n'y a il qu'à voir manque un le but patron. qu'on prend à Rennes, quoi. C'est typiquement pour ça qu'on veut un défenseur central d'expérience. Oui. Et il n'y a pas que ça. En tout cas, voilà, qui conclut cette petite partie. Donc voilà, évidemment, le bilan est mitigé. On a la chance d'être dans une Ligue 1 au ralenti, donc on n'est clairement pas distancé du podium, hein. Personne n'est dans un rythme de 2 points par match, encore une fois, à l'exception du PSG. Mais quand on voit aussi, hein, potentiellement le niveau de jeu global du PSG, ils sont partis pour éclater les 90 points. Ça pose un petit peu de questions, même si aussi d'un autre côté, les clubs français n'ont jamais été aussi bons en Coupe d'Europe. Donc je ne sais que penser du niveau de nos clubs et cette saison, et on en est bien représentatif, mais je pense que pour les Lyonnais, c'est encore pire. Ils ont fait une très bonne phase de poule, et en Ligue 1, c'est absolument catastrophique. Donc Un groupe un peu de éclaté, mal, hein. quoi. Un peu de mal à comprendre. Ah, c'est dommage, on t'a pas entendu, Robocop. On va pouvoir passer... Oui, vas-y, parle, parce que sinon, vas-y. Là, pourtant, Lyon avait un groupe éclaté, hein, en Ligue Europa. Oui. C'est pas non plus. Oui, Ça me fait penser les bons clubs français en Ligue Europa, ça me fait penser au même des dragons, l'air féroce là, et puis t'as celui avec la langue et les yeux éclatés, c'est l'OM. Ouais, et 3e du championnat. Ils n'avaient pas une très bonne poule, mais ils ont fait le taf. On peut rajouter Rennes qui a éliminé un Tottenham qui n'en avait visiblement absolument rien à foutre, hein, de la conférence Europa League, mais ils les avaient battus au match aller, et bon, il n'y aura pas eu de match retour. Voilà, on va pouvoir passer maintenant au conseil de classe, donc les prestations individuelles. On va faire ça comme, entre guillemets, dans un vrai conseil de classe. Il y aura les félicitations, les encouragements, les avertissements, conduite ou travail, hein, vous choisissez. Et il y aura également le redoublement. Alors, on va pas faire redoubler trop de monde, hein, parce que sinon, ça va être compliqué. Mais on va commencer tout de suite par les félicitations. Pierre, quel est pour toi le joueur qui mérite les félicitations? Et dans d'autres termes, potentiellement, quel est le meilleur joueur de ce début de saison? Alors moi, je donne mes félicitations à Ben Yedder. C'était finalement dur de trouver à qui donner les félicitations, mais il mérite quand même. Il se détachait avec quelques autres. Alors déjà pour ses stats, parce alors j'ai pas son nombre de buts sous les yeux, mais il a quand même pas mal marqué, hein, c'est notre meilleur buteur. Et, il fait quand même une plutôt bonne première partie de saison, même s'il nous a habitués à bien mieux. Les pénaltys encore. Ouais, il faut les mettre, hein, les pénaux après. Évidemment. C'est vrai qu'il a un bon ratio aussi sur penalty. Et aussi du fait, bon, alors après, l'actualité du moment pousse à la prudence sur ce que je vais dire, mais il acceptait plutôt pas mal son statut de pseudo-titulaire, pseudo-remplaçant jusque-là. Bon, après, de ce qu'on entend à droite à gauche aujourd'hui, ça serait pas loin de péter, donc c'est peut-être pas si vrai que ça, mais je trouve qu'il a quand même montré un bon exemple, quoi. Ouais, il est pro, ouais, c'est ça, et il aurait pu ne pas l'être. Voilà. Rapidement, je suis d'accord avec toi, moi aussi, je le mets en félicitations, oui, ça, mais parce que ça reste notre meilleur joueur, c'est le capitaine. Comme tu l'as dit, il fait pas la gueule. Alors après, c'est vrai qu'on parle des 6 premiers mois, et ça semble être un peu plus le cas, mais l'année dernière, au final, je pense que pour beaucoup, on a l'impression que c'était déjà le cas, mais en fait, l'année dernière, c'est juste qu'il sortait tôt dans les matchs, il sortait même jusqu'à la 50e, dans certains matchs, il était sorti. C'est vrai, ouais. Mais il avait été quand même, je le rappelle, 31 fois titulaire sur les 38 journées de championnat. Donc globalement, il avait été titulaire. C'est vrai que cette saison, on a peut-être un peu la sensation que ça a été un petit peu moins le cas, qu'il a été un petit peu plus mis sur le banc en début de rencontre, et c'est vrai que est venue de là aussi cette idée un peu reçue qu'il était meilleur quand il sortait du banc. Bon, j'en suis pas sûr, hein. Dernièrement, il a marqué à tous les matchs, titulaire ou non, donc voilà. Ouais. Pour moi, Ben Il est Yedder, juste c'est bon, clairement, quoi, oui. Ouais, c'est clairement l'homme à féliciter sur ce début de saison. Quentin, est-ce que tu étais également sur Wissam? Non, j'étais sur Sofiane Diop. Eh ben, vas-y. Donc, allez, c'est parti. Alors, c'est peut-être un prisme. Voilà, moi, j'aime bien Sofiane Diop, mais après, à un moment donné, il y a peut-être un prisme, une culture de l'instant, quelque chose comme ça, un biais. C'est, je crois qu'il fait il fait 2 buts, 2 passes décisives sur les 4 derniers matchs. Donc, c'est forcément, sur les 4 derniers matchs de championnat, j'entends. Donc, forcément, voilà, on commence à jouer dans notre tête, à dire que c'est un bon joueur, mais
Voilà, de base, je trouve que ça a été une très bonne surprise, en tout cas pour moi l'année dernière, et qu'il confirme aujourd'hui en montant en puissance. Et pour moi, ça a été notre meilleur joueur, en fait, au-delà de Ben Yedder, qui effectivement est toujours là. C'est clairement aussi un homme fort de notre équipe. Mais effectivement, il a des pénaltys. Si on lui enlève ses pénaltys, on est à autant de buts, autant de passes décisives que Diop déjà. Et je pense que dans le jeu, Diop est plus important. Enfin, on sent vraiment plus quand une équipe va mal. Quand l'équipe va mal, Diop, en général, c'est que Diop n'est pas très bien. Donc voilà, moi je le sens un peu plus à ce niveau-là. Il est plus représentatif de la forme de l'équipe. Et il est même plus important qu'un Golovin aujourd'hui. On l'a bien vu encore cette première partie de saison. Donc pour moi, il mérite vraiment des félicitations pour cette première partie de saison. En plus, il joue quasiment tous les matchs. Et voilà, j'espère qu'il va continuer dans cette optique-là. Damien, toi par contre, je crois que tu avais le même choix que Pierre et moi, non? Oui, j'ai mis, Merci, j'ai mis les félicitations pour Ben Yedder, effectivement, parce que voilà, je trouve qu'on a vu quand même que c'était vraiment notre meilleur joueur, encore une fois. Il est monté en puissance. On le rappelle qu'il a dû reprendre tout de suite. Kovac n'a pas hésité une seule seconde pour l'aligner sur les matchs de qualification. C'est pas alors qu'il a fatigué. Hein. Non, oui, certes, mais bon, c'est quand même une tension nerveuse qui ajoute, demande de disponibilité mentale pour une compétition. Donc c'est vrai qu'en tout cas, il était à minima en décalage avec les autres. Et Kovac l'a immédiatement aligné pour le premier match important de tour préliminaire, avec Voland d'ailleurs. Donc voilà, ça reste quand même un joueur capital pour nous. Et c'est vrai que les premières semaines, elles ont été compliquées. Ça se voyait en termes de rythme qu'il était un peu en difficulté. On l'a bien vu par contre contre le Shakhtar, pour le bien et pour le meilleur et pour le pire. Mais voilà, je trouve qu'il monte en puissance. Il est monté en puissance au cours de cette première partie de saison. Il est toujours important puisque il a marqué 10 buts. Alors oui, il y a beaucoup de pénaltys, mais quand même, voilà, il répond présent. Et puis il est sérieux quand même parce que c'est vrai que je pense qu'il y a peut-être un peu d'agacement de sa part de sortir toujours si tôt dans les matchs. Alors pour une fois, on a une explication de la part de Kovac, à savoir qu'il trouvait que quand il fallait faire un peu plus d'efforts défensifs, il préférait ne pas aligner Ben Yedder. Donc bon, moi on a cette explication, mais c'est vrai que je pense que cet agacement, on le sent en fait, on sent qu'il contient aussi, qu'il essaie d'en montrer le moins possible. Ça montre aussi qu'on a affaire à un joueur professionnel quand même, qui évite de s'énerver pour un non. J'en reparlerai pour un autre après plus tard. Mais voilà, donc je trouve que c'est quand même voilà, c'est quand même pour moi une évidence le fait qu'un Ben Yedder reste notre meilleur joueur aujourd'hui. Les encouragements, Pierre. Donc, tu peux également expliquer ce qu'est pour toi ce terme d'encouragement, parce qu'on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde tous. Oui, alors moi sur encouragement, je suis simplement parti sur celui que j'estime être le deuxième meilleur après Ben Yedder. Donc j'ai choisi Tchouaméni pour ça, qui est moins bon que l'an dernier quand même, je trouve, mais qui est quand même notre second meilleur joueur. C'est notre valeur sûre au milieu de terrain. C'est celui qui nous permet de repartir plutôt proprement dans le jeu. Voilà, c'est des encouragements sobres, on va dire. Hein. Je suis pas hypé par les dernières prestations de Tchouaméni, mais au milieu du marasme collectif, il s'en sort pas mal. Quentin? Et alors moi, du coup, c'était plutôt vraiment, j'ai pris au mot encouragement. J'avais pensé aussi à Matazo, je vais juste le citer et pas le choisir, mais c'est vrai qu'il pourrait faire partie des encouragements même dans toute la saison. Et du coup, je vais choisir à l'image de notre défense, de ce qu'on a dit tout à l'heure, je vais choisir Maripane, parce que finalement, même si Badiachil est pas mauvais, hein, je le répète, ça reste quand même un joueur qui a progressé, mais qui ne progresse plus. Bientôt la saison. Pardon ? Bientôt la saison en plus. Bientôt la saison. De la tarte à la Maripane, c'est ça, ouais. Ah oui, d'accord, oui. Putain, ouais. Forcément. Je l'avais pas non plus, ouais, putain. Merci Damien. Merci pour ton intervention. Du coup, Badiachil, donc je disais, Badiachil, bon, voilà, ça reste un bon joueur quand même, mais bon, je ne sais pas s'il progressera encore. Il est assez précieux au niveau de la passe, etc. On l'a toujours dit.
Mais autant que Disasi, lui et Disasi, je pense qu'ils ont du mal encore défensivement. Au niveau des placements, etc., on parlera peut-être après dans les déceptions, mais Disasi n'a pas à avoir le brassard de capitaine. Donc pour moi, c'est même Maripane qui pourrait l'avoir, parce que bon, ça fait déjà même à l'échelle de Monaco, quelques temps qu'il est là, et qui nous sort quand même des prestations plus que correctes en tant que défenseur. Je l'ai dit plusieurs fois, je pense que c'est notre meilleur défenseur actuellement. Voilà, un défenseur, on lui demande de défendre, c'est ce qu'il sait faire. Et voilà, pour moi, c'est lui qui pourrait avoir des encouragements vraiment pour continuer dans cette optique et pour nous sortir, nous amener un peu plus de sûreté dans cette défense. Damien, tes encouragements? Ouais, comme Pierre, même choix, c'est Tchouaméni. Je pense que si j'avais un bulletin à remplir sur Tchouaméni, je mettrais bon trimestre. Mais Tchouaméni a les capacités pour faire beaucoup mieux. Je pense qu'on l'a vu sur 2021, ce qu'il était capable de faire. On l'a vu jusqu'à ce qu'il s'impose, enfin en tout cas se montre en équipe de France d'ailleurs, au niveau supérieur. Je pense qu'il a clairement gagné sa place dans le groupe sur la durée. Maintenant, voilà, je pense que ce qu'il montre en ce moment, il a montré qu'il a été capable de mieux, de plus. Et c'est ça qui fera la différence à terme, si on dit, pour se dire à la fin de sa carrière, Tchouaméni a été un bon joueur ou un grand joueur peut-être. Voilà, c'est cette capacité à faire un peu plus. Il est présent, hein, il est là, il est bon, hein, pas de souci. Mais voilà, en début de saison, mon prono c'était Ben Yedder en meilleur joueur parce que j'ai toujours ce petit doute sur le fait que Tchouaméni est capable de réaliser une saison complète au même niveau qu'il a réalisé les quelques mois précédents. Et pour l'instant, il est un peu en dessous de ça. Alors attention, encore une fois, il tient le milieu de terrain. Heureusement qu'il est au milieu de terrain parce que voilà, on a besoin de lui. Il n'y a pas de souci. Il fait partie, comme disait Pierre, je suis tout à fait d'accord. C'est pour moi notre deuxième meilleur joueur aujourd'hui. Mais voilà, j'attends maintenant plus de lui avec ce qu'il a montré. Ouais, moi de mon côté, les encouragements vont au joueur pour moi qui a le plus progressé. Et ça sera donc Sofiane Diop. Je suis assez d'accord avec ce que tu as dit, Quentin, mais justement, je lui mets seulement les encouragements parce que ça reste encore un petit peu intermittent du spectacle. Il y a eu aussi plein de matchs où il nous a bien fait péter des plombs à perdre beaucoup de ballons. Il va falloir travailler les coups de pied arrêtés aussi, Sofiane, parce que t'en tires beaucoup quand il n'y a pas Golovin. Et t'en tires beaucoup mal, donc c'est problématique. Le corner ou coup de pied ou coup franc indirect, c'est pas ça. Par contre, très clairement, quand il est dans un bon jour, quand il est dans un bon match, c'est un joueur très 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 intéressant. J'avais fait le pari qu'il soit appelé par Deschamps en équipe de France avant la fin de saison. Ça va être compliqué quand même, parce que je sais pas, il doit rester peut-être 2 rassemblements des Bleus. Bon, ça peut sembler juste, à moins qu'il y ait beaucoup de blessures, mais à terme, par contre, c'est un joueur qui peut potentiellement aller en équipe de France. Donc il faut qu'il continue dans ce sens-là. Il y a clairement du mieux, mais pour passer aux félicitations, il faudra être un petit peu plus régulier dans l'effort. Les avertissements, Pierre, pareil, est-ce que c'est pour un mauvais joueur ou est-ce que c'est plutôt pour un joueur qui t'a déçu? Alors moi j'ai compté comme l'avant-dernier, soit le deuxième plus nul que j'ai trouvé, dans la mesure de joueurs qu'on a beaucoup vu, quoi. Voilà, j'ai pas noté par exemple des joueurs comme Isidore ou comme Matsima qui ont trop peu joué. Donc du coup, moi la deuxième plus grosse déception, c'est Jean-Lucas. Enfin, déception. Il y a débat sur le mot, mais en tout cas, il est pas bon, il apporte trop peu. Il n'était pas venu pour être titulaire. Ouais, exactement. Ouais. Il n'était pas venu pour être titulaire, mais cela dit, on attend d'un remplaçant qui fasse quand même du bon boulot, ce qu'il n'a pas été capable d'amener. Donc voilà, pour moi, c'est le deuxième plus mauvais joueur de cette première partie de saison. Meilleur joueur du mois d'août, hein, pour certains chroniqueurs bizarres de Radio Diagonale. Coucou Boris. Quentin, les avertissements. Ça a très mal vieilli, effectivement. Moi, c'est tout pareil. Hein. Alors vraiment, là, pour le coup, c'est pas une déception parce qu'effectivement, on était plusieurs à dire qu'on voulait pas trop ce genre de joueur. On sait toujours pas d'ailleurs quel type de joueur il est, mais c'est plutôt un avertissement pour Jean-Lucas qui a été mine de rien titulaire et même qui a joué beaucoup de fois. Donc, qui a eu la confiance de Kovac à un moment donné. Est-ce qu'il l'aura plus tard? J'espère pas, du coup. Parce que pour l'instant,
Bon, certains diront qu'ils pourront encore faire ses preuves, mais pour moi, ça va être compliqué, quoi. On peut Donc, ouais, espérer qu'il soit passé 4e dans la hiérarchie derrière Matadzo. voilà, oui, clairement. Mais peut après, espérer. moi, j'ai pas envie de revoir en ailier ou voilà, ce genre de choses. Déjà, on va oui. commencer par ça. Mais ouais, c'est compliqué. Donc voilà, j'espère qu'on le verra moins cette deuxième partie de saison. Damien, tes avertissements? Bah oui, alors du coup, j'ai un avertissement de conduite déjà pour Sofiane Diop. Voilà, je ne vais pas me cacher. Oui, j'aime beaucoup Sofiane Diop. Oui, c'est un joueur qui me fait beaucoup plaisir. Ça se dit pas d'ailleurs, qui me fait énormément plaisir quand je le vois jouer. Mais je trouve que ça, alors pas sa conduite de balle, mais sa conduite, son comportement parfois est un petit peu énervant. Parce que quand il sort, il fait souvent la gueule. Et il va falloir qu'il se calme. Je trouve qu'il est beaucoup plus nonchalant que l'an dernier. Je lui mettrai vraiment pas les encouragements d'ailleurs pour moi cette année. Je le trouve beaucoup plus nonchalant, beaucoup moins dans l'effort quand il s'agit de faire le repli défensif. En tout cas, c'est l'impression qu'il me le donne aujourd'hui. Donc je trouve qu'au niveau comportement, il y a mieux à faire. Hein. Voilà. Ça, c'était juste vraiment un petit aparté. Je m'en suis octroyé 2. Voilà. Mais sinon, le vrai avertissement, c'est plus pour Kevin Volland, que j'avais mis dans les déceptions dans les pronos de début de saison. Pour l'instant, alors il y a quoi? Il y a 5 buts et 5 passes décisives. Ça veut dire qu'il est quand même impliqué dans les buts. Il est quand même présent, mais je trouve qu'il y a beaucoup de matchs où il passe au travers. Et puis surtout, l'avertissement de travail, c'est le travail à la finition. C'est le travail devant le but. Là, cette année, il nous a raté un paquet de trucs que l'année dernière, je pense qu'il aurait mis. En termes d'efficacité, on ne retrouve absolument pas le volant de tueur qu'on avait. Il y a du boulot, quoi, parce que ça nous flingue aussi des matchs. Hein. Quand le gars, il peut pas nous donner de l'air en marquant soit le deuxième but, soit en ouvrant un score. Enfin, il y a plein de matchs où on se fait peur, on est sur la corde raide parce que des fois, il rate un truc alors que ça doit aller au fond. Et là, il y a vraiment un gros boulot à ce niveau-là pour lui à faire pour faire beaucoup mieux, tout simplement. Il y a énormément de place pour mieux. Ouais, pour le coup, ça aurait pu être mon avertissement aussi, parce que moi, je suis plus dans le côté déception. Malgré tout, je trouve qu'il a beaucoup mieux fini. Donc, c'est plutôt une bonne note. Espérons que ça continue de la sorte. Donc, pour moi, ma vraie déception, c'est Fofana. Parce que Fofana, j'en attendais beaucoup. J'attendais encore qu'il passe un cap cette année. L'année dernière, en dehors de notre doublette d'attaquants, tout le monde était également unanime sur notre doublette au milieu de terrain. Et c'est vrai que là, Fofana a un peu plus de mal. Alors, il y a eu forcément quelques bonnes rencontres dans le lot. Hein. Il a enfin marqué son premier but. Alléluia. Même si c'est pas le but le plus compliqué. Hein. Mais bon, il a eu le mérite de le mettre au fond. Mais c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'on a peut-être vu beaucoup Jean Lucas. Là, en fin de saison, on a vu un peu plus Matadzo, qui, pour le coup, a montré des belles choses. Donc, attention à Fofana, parce que moi, je le mets toujours titulaire avec Tchouaméni, mais il ne faudrait pas que ça continue comme ça, parce qu'il pourrait perdre sa place de titulaire. Après, si c'est pour mettre un Matadzo excellent, on n'y perdra pas forcément au change, mais lui, je trouve que c'est un petit peu dommage. Voilà. Il nous avait montré clairement mieux la saison dernière, et là, c'est moyen, et contrairement à Volland, en plus, ça ne semble pas se redresser. Donc c'est pour ça que je reste... Surtout que ça... C'est hyper irrégulier en plus. C'est-à-dire que autant là, les matchs, on voit que le milieu de terrain, on a l'impression qu'il est super bon, et puis derrière, il va être absolument nulle part. C'est hyper inconstant son niveau cette année. Ouais, et puis il y a eu les cas, je ne sais pas si ça non plus eu le cas 150 fois. Jean-Louis. Où il s'est fait réprimander par Kovac très rapidement, où il s'est même fait sortir rapidement dans les rencontres parce qu'il ne semblait pas comprendre ou en tout cas suivre les directives. Bon, donc c'est pour ça, voilà, que pour moi, Fofana, qui est un joueur pourtant que j'apprécie beaucoup. Alors enfin, la dernière partie, c'est la redoublement. Donc là, on est clairement sur le moins bon joueur, ou en tout cas celui qu'on n'a plus trop envie de voir au club l'année prochaine. Et quand je dis l'année prochaine, c'est 2022. Hein. Là, on enregistre, hein, on est le 30 décembre. Donc, du coup, c'est exclusion, c'est pas redoublement. Ouais, non, mais c'est carrément. Alors, c'est exclusion. Pierre, donc t'as mis Jean Lucas, donc du coup t'es parti sur qui en pire que Jean Lucas, parce qu'il y en a pas beaucoup quand même. Hein. Non, il y en a un, ouais, voilà. Il y en a un, et c'est Boadou pour moi, donc qui comme Jean Lucas a eu quand même l'occasion de montrer son football. Hein, c'est pas des joueurs qu'on pourrait dire oui, bon, le coach ne l'a pas fait assez jouer. Non, il a joué, et j'ai quand même vraiment du mal
à trouver les qualités en fait de ce joueur, mais alors les qualités au sens large, même, c'est-à-dire que bon, mis à part la vitesse, même si j'ai pas été bluffé par ses pointes de vitesse non plus, je trouve qu'il y a rien quoi pour un attaquant quoi. Face au but, ça a l'air pas terrible, aucune science tactique, il fait pas de bons appels, enfin donc voilà, j'en attendais pas grand-chose honnêtement. C'est vrai que quand il avait signé, il y avait pas mal de monde qui s'emballait sur un joueur qu'en fait on connaissait pas trop et puis qui jouait dans une équipe qui est franchement pas une équipe de fou, hein. La Z Alkmaar, c'est quand même une très petite équipe et bon, on voit que ça reste un espoir néerlandais d'une équipe moyenne néerlandaise et il n'a pas sa place dans le Monaco qu'on voudrait voir jouer. Même choix pour Quentin, je crois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, si du coup j'avais une chose à ajouter, c'est effectivement, moi non plus, je te rassure, Pierre, je ne sais pas trop quelles sont les qualités de Boadou. Et j'espère qu'on les découvrira quand même. Alors pour le coup, ça a été notre plus mauvais joueur. Et pour moi, redoubler, ça signifie recommencer du début et aller faire un reset. Et on l'exclut pas, c'est ça. On va recommencer. On va dire, allez, c'est parti. Tu te remets sur pied. Tu nous mets tes occasions et après, on en reparlera. Mais ouais, c'est un peu ça. Ouais. Parce que là, pour le coup, il a été aussi utile dans la saison que Fabregas, ce qui est quand même une sacrée performance. Qui d'ailleurs peut avoir un avertissement pour absentéisme. Mais voilà. La blague, celle-là. Ouais, mais il te l'a piqué. Il te l'a piqué. Et voilà. On a passé les avertissements, ça y est. Damien, redoublement ou exclusion alors? T'es parti sur qui? Alors, du coup, ouais, effectivement, c'est dans le sens redoublement de Quentin, c'est-à-dire on te redonne une chance. Ouais, Boadou, après moi, c'était plus redoublement exclusion. Alors, la cible là-dedans, c'est Jacobs. Mais bon, lui, tu te dis au final, tu sais que le garçon, il passera pas en seconde générale, il va finir en bac pro direct. Tu sais, tu lui dis, bon, allez, c'est pas grave, tu finis l'année et tu te réorientes. Donc, à la limite, tu t'en fous, tu vois. C'est discriminant pour les bacs pro, ça, monsieur? Ouais, il y a quoi il y a CAP, c'est bien CAP, tu peux faire plein de trucs manuels, c'est vachement chouette le CAP. Il y a SECPA aussi. Hein, ouais, SECPA, voilà. Mais là c'est éminent pour des SECPA qui peuvent faire de très belles choses aussi. Bon, blague à part. Mais blague à part, moi non, le redoublement exclusion, c'est Nubel tout simplement parce que oui, effectivement, il est un peu mieux qu'en début de saison, mais en début de saison, on a quand même alors, c'était pas pour me déplaire au départ de jarter Lecomte pour prendre quelqu'un d'autre. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on a pris à la place? On a pris quelqu'un qui est moins bon, tout simplement, qui fait un arrêt une fois de temps en temps, mais quand même, la plupart des tirs bien placés, ils finissent quand même dans le but. Sur les pénaltys, il n'y a pas besoin de lui demander un exploit, il t'en fera pas. Il t'en sort aucune, il n'en touche pas une. Le jeu au pied, c'est simple, le jeu au pied depuis, il n'y en a plus depuis quelques semaines, puisque le jeu court, visiblement, c'est trop compliqué pour lui. Donc en fait, systématiquement, il allonge, quasiment. Donc clairement, on a un mec qui nous sert à rien, franchement, qui nous prend la place d'un plus jeune, hein, Majeki, Quentin, là, il commence à s'énerver. Parce qu'il joue pas, il a envie de jouer et ça je le comprends, il a 21 ans, il a besoin de progresser, c'est normal, hein, c'est crucial pour lui de jouer à ce moment-là. Et on se tape un mec qu'on n'aura même pas pour 2 ans, qui on sert juste en fait de laboratoire pour le Bayern de Munich pour savoir s'il va avoir le niveau plus tard pour prendre la place de Neuer. Moi je suis désolé, j'ai pas envie d'être la catin du Bayern, j'ai envie enfin voilà, mon club est assez puissant entre guillemets financièrement pour pouvoir être aussi indépendant et autonome et pas avoir besoin de clubs plus gros. Donc voilà, à un moment donné, j'ai pas envie de voir ce mec-là rester plus longtemps à Monaco, j'ai envie de voir un mec qui s'impose vraiment à l'ASM et qui soit un de nos gardiens. Donc voilà, moi je voulais vraiment au début de saison le changer. En tout cas, je pronostiquais qu'il allait être viré pour Majeki, qui serait la bonne surprise. On n'en prendra pas le chemin vraisemblablement, mais voilà, à regret parce que je pense que le Nubel qu'on voit, il a rien de rassurant, il a rien de très plaisant et il nous fait perdre énormément dans le jeu au pied aussi, hein, là où il faut le reconnaître. Je reconnais, Lecomte était très très bon à ce niveau-là. Et là, on est passé de 99 à moins 100 quoi, à ce niveau-là. Mais attention au biais Majeki, parce que moi, je veux pas signer pour virer à Nubel et puis avoir un goal encore plus nul en fait. Vraiment, oui, je suis vraiment pas sûr du niveau de Majeki non plus. Hein, ouais, moi non plus. Pas confiance en toi, écoute. Non, mais... Dire, le niveau de Nubel en début de saison, il était cataclysmique. Je veux dire, tu vas pas me dire que Majeki peut pas faire aussi mal, quoi.
Oui, d'accord, mais on parle d'adaptation, Potentiellement. de trucs comme ça. Ouais, moi, Aujourd'hui, maintenant, je vois pas Nubel beaucoup. Enfin, il peut pas aller plus bas que Majeki. Enfin, il peut pas aller au niveau de Majeki, tu vois. Je me dis, on a assuré qu'on a un Nubel à un tel niveau qui peut encore progresser potentiellement parce que apparemment, c'est un crack. Il était au Bayern, donc visiblement, on n'est pas les seuls Enfin, à se fait avoir. il a pas joué. Hein, Le au futur Bayern. Neuer. Il n'a pas joué, mais s'il a été au Bayern, c'est qu'il y a quelqu'un qui a décelé il pouvait être bon. Majeki, bon, c'est un pari quand même. Paul Nardi Non, mais aussi. moi, je suis assez d'accord. Mais moi, c'est pour ça que je peux ni mettre Boadou, ni Nubel. Je leur donne encore une chance. Boadou, c'est clairement pas bon, mais il est jeune. Attention à la jurisprudence Jonathan David. Attention à ça. Ça serait bien, ne serait-ce qu'il fasse que la moitié de ce que fait Jonathan David. Et pour Nubel, il y a un peu de mieux. Alors, c'est pas encore exceptionnel, mais c'est vrai que c'était tellement mauvais au début que tout nous paraît bien maintenant. Mais je pense quand même que c'est le meilleur gardien qu'on a dans notre effectif actuellement. Donc moi, je partirais sur une vraie exclusion au final, et c'est Jean Lucas, parce que lui, pour le coup, la Ligue 1, il la connaissait même bien, et il est juste pas bon. Donc en fait, c'est juste un élément dont on n'a pas besoin. Il était troisième dans la hiérarchie, si ce n'est même quasiment titulaire pendant quand même de nombreuses semaines. Enfin, on le voit plus beaucoup. Enfin, Matarazzo lui est passé devant. Et en plus, on a eu de la chance parce que Matarazzo aurait pu un petit peu se rater. Mais Matarazzo ne s'est pas raté. Donc, on peut espérer que on va quasiment plus le voir, Jean Lucas. Donc, voilà. Moi, clairement, pour moi, le moins bon élément depuis le début de saison, c'est lui, c'est Jean Lucas. Mais c'est marrant parce que ça sera la dernière partie de notre émission. Mais c'est vrai que globalement, on parle que des recrues en fait, et ça montre bien qu'il y a eu un petit souci, cet été de ce côté-là. Ouais, et puis surtout de ce qui est ressorti ces 2 derniers jours là dans la presse, notamment Jean Lucas. Aujourd'hui, on a eu l'info, enfin en tout cas Monaco cherche un milieu de terrain, et très clairement ils ont classé Jean Lucas parmi les déceptions. Alors pas l'équipe, mais en tout cas de ce qui est remonté de leurs infos, c'est que Jean Lucas est une vraie déception. Donc très clairement, ça conforte aussi ce qu'on dit. Et aussi de plusieurs joueurs dont on a parlé, hein, que ce soit des joueurs qui n'ont pas confirmé comme Fofana, t'en parlais, des joueurs comme Tchouaméni, qu'on a quand même bien classé, mais dont on attend quand même plus, ou de joueurs comme Voland. Je pense qu'on peut être déçu de tous les joueurs. Hein. De tous les joueurs. Oui. Damien, on a 29 points. Oui, on s'attendait tous à qu'on termine l'année entre 70 et 80 points. On en a 29 à la mi-saison. Donc, oui. D'accord, mais ce que je veux dire, c'est que finalement, les noms qui ressortent dans la globalité, c'est des noms qui ressortent aussi ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, c'est pas juste on s'est réveillé, nous, un tel. Visiblement, c'est que au niveau interne, il y a aussi ces noms-là ressortent aussi comme étant un peu plus problématiques, ou en tout cas ayant pas donné satisfaction, quoi. Mais je pense qu'on peut rajouter Caillot, hein, qui même avait presque perdu sa place là lors du dernier mois. Enfin, donc en fait, moi, j'ai la sensation que, à l'exception peut-être de Ben Yedder, et encore que, ils sont quand même tous, je crois qu'ils ont tous un petit peu déçus. Merci messieurs donc, de m'avoir accompagné. La prochaine émission, ça sera donc, si je ne dis pas de bêtises, ce dimanche, Monaco, on continue, Coupe de France, Monaco joue face à Quevilly. A priori, Bruno Urles. Qualification évidemment à prendre pour continuer l'aventure. Le Irles Sico. Voilà, j'allais y venir. Exactement. Le fameux Irles. J'espère qu'Mbappé sera devant sa télé du coup. Oui. Et après, donc le championnat reprendra le week-end d'après face à Nantes, je crois. Ouais, le 9. C'est ça, donc le 9. Et puis donc évidemment, également Damien, hein, le retour du mur des légendes courant mois de janvier. On a pris un petit peu de retard hein, quand même sur le planning. Voilà. Donc on verra, mais en tout cas ça va revenir. En tout cas voilà, merci messieurs de m'avoir accompagné donc pour cette émission bilan. On se retrouve donc ce dimanche. D'ici là, portez-vous bien et Dagemunegu. Et bisous.